Bonjour, bienvenue dans la semaine des médias sur iTélé. Au sommaire, 3 invités qui dépassent les apparences. Mélissa Thuriot a tourné la page des plateaux télé, pour celle de la production. Une productrice engagée qui choisit des documentaires au sujet fort, au sujet dur. Vous le constaterez ce soir sur M6, car elle produit un reportage qui marquera sans aucun doute les esprits. Elle s'intéresse aux mamans en prison. Bienvenue Mélissa Thuriot. Merci. Face à vous, Michael Goldman, lui aussi dépasse son image, voire son état civil. Il aurait pu être le fils d'eux, mais non. Et il est aujourd'hui le leader du financement participatif, leader européen du financement participatif sur le web. D'abord avec son site My Major Company, mais aujourd'hui avec Tipeee, une nouvelle plateforme permettant aux créateurs sur YouTube de financer leurs œuvres. Vous découvrirez comment et pourquoi. Bienvenue Michael. Et à vos côtés, une autre comédienne qui passe en tout cas pour une connasse sur Canal+, mais qui ne l'est pas, j'en suis sûr. Et vous le constaterez aussi, ces images, ces émissions passent également bien sûr beaucoup sur le web, ça vous intéressera forcément Michael. Elle se partage depuis septembre énormément, La Connasse est le succès d'humour de l'année. Bienvenue Camille Cotin. On va parler de tout ça avec vous, mais tout de suite, c'est le j'aime pas. Mélissa Thuriot, est-ce que vous aimez qu'on fasse sans cesse référence à votre physique ? Je ne le vis pas comme ça, on ne fait pas sans cesse référence à mon physique. On l'a beaucoup, mais là c'est vrai qu'on ne le fait plus. Est-ce que pour vous c'est une victoire ? Non, c'est pas une victoire, mais s'intéresser au contenu, aux idées que je défends et aux documentaires que je produis, en effet, c'est une satisfaction. Voilà. Michael Goldman, qu'on vous rappelle sans cesse, comme je l'ai fait d'ailleurs, que vous êtes le fils d'eux, ça vous énerve, ça vous aimez ou vous n'aimez pas ? On s'habitue, hein, c'est comme être très beau de naissance. Non, on s'habitue à ces choses-là. Camille Cotin, qu'on vous traite de connasse dans la rue, ça vous aimez ou vous n'aimez pas ? J'aime bien quand on me dit « Vous êtes Camille ?» Là, je suis très contente. Oui, parce que forcément, ça arrive aussi que vous êtes la connasse. Parfois, quand vous êtes en famille, j'imagine que ça doit plaire à votre entourage. Oui, ou même de loin, chez H&M. « Hey, connasse !» Je dis « Coucou !» Voilà, mais les gens sont plutôt chaleureux, donc c'est sympa. Allez, on va pénétrer, découvrir l'envers du décor de La Connasse, mais aussi des documentaires et des sites participatifs. C'est tout de suite, on va démarrer avec vous Mélissa, c'est ce soir à 23h sur M6. Vous revenez sur M6 quelque part après avoir quitté la chaîne en 2012, puisque après le documentaire réalisé, non pas par vous, mais par Hélène Lamtrong. Voilà, Hélène Lamtrong, vous présenterez un plateau depuis Fleury-Mérogis. Alors pourquoi Fleury-Mérogis ? Puisque vous vous intéressez aux absentes, ça s'appelle l'absence, qui sont ces mamans donc en prison. On les voit dans plusieurs centres pénitentiaires et on les voit aussi avec leurs enfants. Alors certains sont floutés, certains ne le sont pas. Comment vous avez choisi de traiter ce sujet avant qu'on envoie un court extrait ? Allez-y. Ça relève du miracle d'être arrivé au bout parce que ça suppose énormément de défis, de contraintes et d'obstacles et beaucoup de patience. Et on est dans un métier où on ne nous donne pas assez de sous pour faire des films sur la durée. Donc c'est encore un autre sujet. L'idée rapide, c'est d'avoir été, et de l'être toujours, bénévole au sein d'une petite association qui s'appelle le Relais Enfants-Parents et qui emmène des enfants voir leur mère ou leur père incarcérés. Là, on se rend compte de sentiments contradictoires, très différents qui habitent ces enfants, tout petits, mais même plus grands d'ailleurs, et de jeunes adultes. Et ça m'a donné envie de tenter d'en faire un film. Ça a pris combien de temps ce film ? 2 ans. 2 ans, pour avoir les autorisations oui, en tout. Des femmes et j'imagine aussi de l'administration. 1 an vraiment d'enquête, de passer beaucoup de temps en atelier comme bénévole. Hélène Lamtrong est devenue bénévole à son tour pour passer du temps avec ses mères. Sans caméra là. Sans caméra, bien sûr. Un film comme celui-là, il suppose qu'on passe au moins 6 mois, en effet, à nouer des liens, à avoir de la confiance et à trouver des personnages aussi fiables qui vont pouvoir, dans la durée, accepter notre présence, y compris dans les épreuves et dans les moments plus difficiles. Donc c'est un film rare dans le sens où on dépasse les clichés. On est aussi avec des personnes issues de milieux très privilégiés, de milieux outillés intellectuellement. C'est des gens qu'on n'entend pas assez. Donc on est toujours dans les mêmes caricatures sur la prison. Or, on a des mamans et des familles très différentes. C'est vrai que les a priori sautent. Je vous conseille vraiment ce documentaire. On regarde un court extrait. On est à Rennes avec une jeune maman qui est d'ailleurs à nouveau enceinte d'un 2e enfant, elle s'appelle Maïwen, et elle s'apprête à se séparer de sa fille, puisqu'après 18 mois, l'enfant doit quitter sa maman, en tout cas emprisonnée. On regarde. Viens moi choupette. Viens voir maman ma chérie, oh lolo. Oh c'est l'amour ça. Ce qui fait mal au cœur, c'est de se dire qu'elle va rentrer à la crèche, je serai pas là. Elle va faire son Noël, le premier où vraiment elle va comprendre ce que c'est des jouets. Je serai pas là, je serai jamais là en fait. Non. Ça fait bizarre pour un enfant d'aller dans un milieu carcéral. Moi, je lui dis seulement, écoute, ta maman a fait une bêtise,
elle paye sa dette. Voilà, on voit deux histoires. La deuxième partie de l'extrait, c'est un enfant dont la maman est emprisonnée. Il ne l'a pas vu beaucoup, puisqu'elle est emprisonnée, je crois, elle a une longue peine. Lui, il a 11 ans. Il a lui-même eu beaucoup de problématiques à gérer pour lui. Pourquoi ils acceptent ? Pourquoi ils ont accepté ? Ou pourquoi ces femmes ont accepté de participer à votre projet ? Alors, je précise que les autres mamans et les enfants sont aussi à visage découvert. Oui. Bon, c'est important parce bien que sûr. c'est à une heure tardive, en effet, mais ce qui rend aussi le doc fort, identifiant et plus personnel, c'est de les voir. Et elles assument et c'est très courageux. Elles l'ont fait, je crois, dans le cas de Maïwenn qu'on voit. Je pense que c'est une façon de dire à leurs enfants plus tard, puisqu'elle a pris 20 ans de prison, elle y sera encore pendant longtemps, de leur montrer que elles les ont aimées, elles les ont désirées, et malgré la bêtise qu'elles ont commise, elles restent une maman aimante et compétente. Donc ça, c'est quand même une preuve que ce film, il existe, et elles pourront leur montrer plus tard. Il y en a d'autres où c'est un peu de la thérapie. Je pense que ça les a aidés aussi à se dire, on en finit avec ce tabou, avec cette honte, et si on en parle, ça peut aider d'autres. Et puis à un moment, j'ai envie de dire comment je vis les choses. Et je l'ai projeté il y a quelques jours aux enfants et aux personnages de ce film. J'étais très, très tendue, émue, avec beaucoup d'appréhension, avec Hélène Lamtrong. Et ils étaient tous, évidemment, en larmes, mais libérés, touchés, avec des beaux moments entre les mères et les enfants. Donc, voilà, il y avait moins de colère. Je pense qu'ils comprennent aussi combien elles les aiment et combien elles essaient. Dans le documentaire, on voit notamment le personnel aussi de la prison, notamment une femme qui a l'air formidable, en tout cas quand elle s'occupe de cette maman, Maïwenn, mais aussi de son fils. L'administration a aussi accepté que vous tourniez pour apporter un nouveau regard, peut-être même une nouvelle image sur son personnel ? Oui, on se dit que vu la patience et le temps, c'est payant en fait. C'était très long d'obtenir les autorisations. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de journalistes reculent et à un moment font aussi d'autres films. Ça n'avait jamais été fait, ça ? En tout cas, montré autant dans les... En tout cas, c'est difficile et c'est long d'avoir des accords. Ouais. Franchement, en plus sur des longues peines, c'est des femmes qui ont commis des crimes aussi, donc c'est très compliqué. Mais une fois qu'on vous donne l'accord, Hélène Lamtrong a vraiment pu passer du temps, notamment là, ici, sur ces images, sans personne, il n'y a pas de chaperon, il n'y a pas de personne de la communication qui était là à vérifier ce qu'on tournait. Donc ça nous a aussi, ça a donné toute la liberté de parole à ces mères. Et ça participe à la valeur du film. Il y a eu d'autres films que vous avez produits avec votre société 416 Productions. Certains ont été récompensés, certains sont sélectionnés au Festival international du grand reportage d'actualité, notamment c'est un reportage sur les électeurs du Front National. Vous choisissez toujours des sujets qui sont des sujets durs, difficiles. C'est pour ça que je parlais d'engagement, de productrice engagée. Est-ce que vous avez le sentiment de l'être ? Engagé, oui, mais pas de sujet dur. En effet, là, on parle de mère détenue. Difficile d'accès, et puis aussi des sujets avec... Oui et non, les électeurs du Front National, il y a des moments très drôles. Et puis, on parle de gens qui font partie des Français de ce pays et qui ont des raisons. Et une détresse aussi qui font qu'ils votent Front National. Quand je suis sur les trappistes, on est aussi sur des succès et des histoires de gamins de banlieue. Trois parcours d'anciens de trappes, dont Jamel, dont film, parce qu'il est joyeux notamment. Et à l'inverse, il donne beaucoup d'espoir à des tas de gamins qui ont envie de faire de l'impro, qui ont envie de faire d'autres choses et puis qui ont envie en tout cas aussi de dépasser et de passer de l'autre côté du périph' et de faire quelque chose de leur vie. Donc c'est plutôt des docs engagés dans le sens de donner la parole à des gens qui l'ont pas assez, selon moi, dans les médias et c'est ce qui m'a donné envie de produire. Quel accueil on vous fait dans les chaînes ? Est-ce que c'est difficile, même quand on s'appelle Mélissa Thuriot, qu'on a une notoriété, de vendre en l'occurrence ce type de reportage aux chaînes ? Mais c'est dur, c'est très applaudi et une fois que le film est là, en général, j'ai cette chance pour l'instant d'avoir des éloges et des encouragements. Et je les prends, ça me fait plaisir et ça me donne de l'énergie pour continuer. Parce que jusque-là, l'économie, c'est difficile aussi. Et votre passé, votre CV fait qu'on vous accueille avec des bras grands ouverts ou au contraire, faut-il se battre encore un peu plus ? Non, bien sûr qu'il faut se battre. Les chaînes, elles sont multiples. Moi, je pense aussi au net, au ciné, à plein d'autres support où je pourrais faire du sens et donner la parole à des jeunes réalisateurs. L'absente, c'est Hélène Lamtrong, c'est une jeune réalisatrice, mais bourrée de talent, avec une écriture, une sensibilité. Elle est pas dans le jugement. On lui ouvre pas la porte aujourd'hui. Donc un film comme celui-ci, ça va lui permettre derrière de faire d'autres films. Et l'idée de monter une société de production, c'est aussi de faire émerger des talents et enfin de donner aussi un autre traitement dans les magazines, les documentaires qu'on peut consommer. C'est important, il faut renouveler. Ce besoin d'être dans l'ombre et de produire des talents, c'est une manière aussi peut-être de dire qu'on vous a très vite, vous, exposé. Vous avez une carrière fulgurante sur LCI d'abord. On vous a tout de suite proposé un poste de joker aux 20h. Vous-même, vous étiez la première surprise, je pense. Cette manière comme ça aujourd'hui de repartir un peu dans l'ombre, de vous faire peut-être même un peu oublier, est-ce que ça a été ça, votre philosophie ? Oui, l'idée, c'était pas de me faire oublier, c'était d'avoir vu assez vite les limites et les quelques frustrations que j'avais à l'antenne.
À l'antenne, c'est formidable parce que c'est un peu plus confortable pour tout, sur le salaire, la visibilité, sauf qu'on doit mettre en valeur le bon, le très bon et le moins bon. Et moi, j'ai eu un problème à un moment avec le moins bon. Et voilà, le pari, c'est aussi de se dire, là, je vais tout assumer et je vais me battre pour que... Et est-ce que vous avez pour projet de revenir à l'antenne? Non. Là, on vous voit ce soir donc sur M6 à 23h, vous animez un débat. Oui, ça m'a plu, c'était chouette. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres projets? Est-ce qu'on vous sollicite toujours pour faire de l'antenne? Non, mais là, je suis quand même tellement prise dans ce travail de productrice. Oui, mais est-ce qu'on vous appelle régulièrement? Là, le mercato va bientôt démarrer pour la saison prochaine. Est-ce que vous avez déjà été appelé? Moi, j'adorerais être moins présente, mais porter 2-3 fois dans l'année un super doc donc comme ce ça rythme qu'on a vous mis va, un an ou deux. Oui, mais animer quelque chose derrière et un débat, j'adore ça. D'accord, mais pas plus. J'ai toujours autant pas d'émissions récurrentes, ça ne vous plaît pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, on va partir sur Internet. Je me tourne vers Michael Goldman, qui part un peu au secours des youtubeurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui sont les youtubeurs? Ce sont les créateurs qui postent des vidéos sur YouTube. YouTube et Google notamment a décidé en fin d'année de modifier sa règle de financement, notamment pour préserver le droit d'auteur. Souvent des vidéos utilisent des images dont les créateurs n'ont pas les droits. Google a dit stop, vous ne serez plus rémunéré. Vous proposez un système pour précisément continuer à ce qu'ils soient rémunérés, ces créateurs. Ça s'appelle Tipeee, tipeee.com. C'est fondé sur le type, donc le pourboire. Comment est venue l'idée? Exactement. L'idée, elle est née de plusieurs constats. Moi, déjà, je suis un gros consommateur d'Internet et de YouTubeurs en général. Il y a des mecs que je suis depuis des années, et puis je le constatais, qui font des centaines de milliers de vues sur chaque vidéo. Donc à chaque fois, c'est des mecs quand même qui vont chercher la vidéo, qui vont cliquer dessus pour aller regarder ce que le mec fait, leur vie, qui sont abonnés et qui gagnent rien, des clopinettes. Et en gros, on gagne combien pour qu'on comprenne En gros, ce qu'on dit, c'est que c'est 1 000 € par million de vues. Mais il faut faire 1 million quand même. Voilà. Y aller, quoi. Oui. Et puis, mais c'est un peu la discussion qu'on avait avec Mélissa. C'est vrai que Internet, c'est un espace de liberté extraordinaire et de création extraordinaire. Et qu'à partir du moment où se pose la question de la rémunération, ça pousse forcément au mainstream, à la problématique de l'audience. Et donc, comme en télé, en fait. Exactement comme en télé. D'ailleurs, souvent, en gros, les youtubeurs ou les créateurs sur Internet, ceux qui vivent de ce métier-là, c'est soit qui se font récupérer par des boîtes de prod traditionnelles pour faire des contenus traditionnels, soit qui font de l'ultra mainstream. En gros, tout ça. Bagel notamment, qui a été racheté d'ailleurs par Canal+. Exactement, donc qui ont des liens avec la télé et tout ça. Même si ce qu'ils font, c'est vachement bien. Moi, je trouve que ce qu'ils font, c'est de super qualité, mais c'est quand même un créneau spécifique. Et Internet, c'est la richesse de plein de types de créations, pas forcément des youtubeurs, mais aussi des blogueurs, des gens qui font des strips BD. Alors, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire les gens qui vont poster, ou en tout cas proposer leurs vidéos sur tipeee.com, vont pouvoir être financés comment? Et comment, moi qui vais sur Internet, je peux les aider? Alors voilà, nous en observant, parce qu'on fait du financement participatif depuis des années, on a constaté que ces gens-là, qui sont des créateurs, avec My Major Company, qui sont des créateurs et qui ont des gens qui les suivent et qui les soutiennent, quand ils leur disent aidez-moi à continuer, ça cartonne. Et donc le problème, c'est que le financement participatif tel qu'il existait et tel qu'on le fait sur My Major Company, c'est à chaque fois pour faire un projet spécifique et demander des grosses sommes d'argent. Or, ces gens-là font déjà du contenu gratuit et récurrent sur Internet et ils veulent juste continuer à faire ce qu'ils font. Et il n'y avait pas vraiment de système pour ça. Millions. Ils veulent de quoi financer la prochaine vidéo, quoi, en gros. Plus ou moins, ou pourquoi pas devenir professionnel. Et donc on a lancé Tipeee, où la philosophie est différente du financement participatif traditionnel, parce qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas de projet qui va sortir de ça. C'est je fais des vidéos, vous me suivez, ou je fais des contenus, vous me suivez, vous m'aimez. Je vous demande juste de me tiper comme vous pourriez tiper un artiste, donner un pourboire, comme vous pourriez donner un pourboire à un musicien que vous aimez bien dans un restaurant, voilà. Et le calcul, il est vite fait, mais quand on est suivi par des centaines de milliers d'internautes, il suffit que 1% d'entre eux donnent 2 ou 3 € par vidéo, et ça constitue tout de suite des sommes assez importantes. Pourquoi les internautes sont-ils si généreux? À quoi ressemblent les coulisses de la connasse de Canal+? Voilà ce que vous verrez tout de suite après le JT. On se retrouve avec vos invités. De retour dans la semaine des médias sur iTélé en compagnie de Mélissa Theriot, de Michael Goldman et de Camille Cotin. Nous allons continuer notre discussion sur le crowdfunding, ou je le prononce certainement mal, le crowdfunding, c'est donc en fait le financement participatif sur Internet. Comment aider des créateurs qui postent des vidéos sur YouTube, et comment les aider, notamment en leur donnant un pourboire. Et ça, c'est le principe de Tipeee.com, qui est donc votre nouveau site, Michael, que vous avez donc lancé il y a quelques semaines. Est-ce que ça marche d'abord? Est-ce que vous avez déjà une vision du nombre de types de pourboires donnés ou rétribués, ou redistribués plutôt aux créateurs que vous avez sur votre site? Oui, nous on est vraiment super contents. Ce qui est important pour nous, c'est l'adhésion des créateurs, justement. D'abord, on a lancé Tipeee. Moi, j'ai contacté tout bêtement les créateurs que je suivais. Alors, disons, est-ce que ce système-là pourrait vous plaire? C'était en septembre-octobre. Ils ont tout de suite accroché. Donc, cet accueil-là était vachement agréable pour nous.
Et puis on a lancé le site le 12 décembre, donc c'est vraiment tout neuf, quoi. Et il y a déjà à peu près 75 créateurs. Il y en a probablement plus de 300 qui ont postulé pour y aller. Donc les 75, c'est ceux qu'on a accepté parce que le projet était bien construit. Et puis il y a vraiment des mecs qui ont déjà des très belles histoires. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Durendal, qui faisait des critiques de cinéma avec toutes les problématiques YouTube. Il s'est fait bloquer son compte. C'est-à-dire qu'il passait des images dont il n'avait pas les droits, par exemple, c'est ça? Oui, mais bon, quand on fait des critiques, des critiques de films, c'est un petit peu, c'est difficile d'en faire sans exposer un peu le film. Enfin, pour plein de raisons, il a eu son compte YouTube bloqué. Et il s'est mis sur Tipeee en disant aux internautes, voilà, si vous pouvez me filer un coup de main. Et puis en 3 jours, il a atteint 2500 €, je crois, de dons par vidéo qu'il mettra sur Internet. Donc il devient de fait professionnel, en tout cas de ça, s'il a envie de devenir professionnel de ça. Mais parce qu'il a un ton à lui, il est suivi par quelques centaines de milliers d'internautes. Et donc ça marche, et je suis sûr que ça peut vraiment changer des vies. Quel est le don moyen, on va dire? Ça va de 1 € à... Il est assez élevé, pour l'instant il est entre 7 et 10 €. Ah, quand même, en moyenne. Ça évolue de semaine en semaine, mais il est quand même vachement élevé, nous on trouve, quoi. On s'attendait à des plus petits montants. Les gens sont-ils plus généreux sur Internet que dans la vie quotidienne? Est-ce que vous le constatez ça dans les principes même du crowdfunding? Est-ce que vous avez le sentiment que le don est plus facile, ou en tout cas... Non, je crois pas. Je crois pas. Au contraire, je dirais qu'Internet, il y a plutôt des freins techniques. C'est l'ère de la gratuité, Internet, donc on pourrait imaginer que... Oui, alors après, ce qui est vrai, c'est que dans Internet, les gens trouvent des causes, ils ont envie d'aider ces créateurs-là parce que précisément, les contenus sont gratuits et puis ils font ça pour pouvoir continuer à laisser les contenus gratuits. Pour nous, c'est très important. De toute façon, on pense que le génie d'Internet, je mets le mot entre guillemets, c'est la gratuité parce que c'est ça qui permet à n'importe qui, d'où qu'il vienne et qui qu'il soit, d'émerger sur Internet. Le jour où on doit dire à un pote, va regarder cette vidéo, ça te coûte 1 € pour la regarder, il n'y a plus personne qui émergera. Et la gratuité pose quand même cette question de la rémunération. Qui est une question qu'on se pose depuis les débuts d'Internet et auquel la seule réponse qu'on a donnée, c'est la publicité. Mais ça, les médias traditionnels connaissent bien. La publicité, ça pousse au mainstream, ça pousse à certaines contraintes. Voilà, et nous, on veut qu'Internet reste un espace de liberté et de création. La crise est-elle un frein pour le crowdfunding, ou est-ce qu'au contraire, ça n'impacte pas les dons des gens ou la participation des gens financière sur des projets Internet? Il y a un espèce de, j'allais dire, de mensonge, mais bon, c'est le jeu des médias, c'est parce que, sans vouloir attaquer les médias, les journalistes ont plutôt tendance à avoir appris à faire thèse, antithèse, synthèse. Et comme c'est la crise, ils ont trouvé dans le crowdfunding une antithèse assez systématique pour expliquer. C'est la solution anti-crise. Voilà, exactement. Donc ils ont très envie qu'on parle du crowdfunding de cet aspect-là. Moi, je pense au contraire que la crise pèse sur le crowdfunding comme sur n'importe quel domaine et que sans crise, le crowdfunding se porterait au moins aussi bien. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'exposition médiatique que le crowdfunding a eue est sans doute liée à la crise. Mais bon, c'est un peu... C'est un bien pour un mal, alors. Oui, mais enfin, ça reste un mal, la crise. Voilà, donc... oui, ça c'est certain. Est-ce qu'on pourrait retrouver... on les retrouve forcément, les vidéos de connasses sur Internet, elles circulent beaucoup, c'est très viral, comme on dit. Vous n'êtes pas rémunéré sur ce type de diffusion, forcément, quand on est auteur, vous en tant qu'interprète, ou les auteurs, Héloïse Lang ou Noémie Saglio? Je crois pas. Ou alors on m'a pas dit. C'est ça. Je crois pas. Elle aurait un grand succès sur Tipeee, forcément. Ah, mais elle cartonnerait si elle avait commencé à faire connasse sur Internet et qu'elle s'était lancée sur Internet, juste sur Internet. Aujourd'hui, sur Tipeee, ce serait une star. Alors, effectivement, c'est le succès de l'année. Il a démarré dans le Before du Grand Journal. On vous retrouve désormais 2 fois chaque soir dans le... Pas chaque soir d'ailleurs, si. Non, je crois que c'est le lundi et le mercredi. Voilà, 2 fois par semaine dans le Grand Journal. Vous êtes peut-être même vous surprise également de ce succès, non? Ça a démarré en septembre. Est-ce que je suis contente en tout cas de ce succès. Et après, voilà, c'est Héloïse Lang et Noémie Saglio qui écrivent... qui ont conçu le personnage, qui écrivent toutes ces phrases cultes. Et voilà, moi je trouve qu'elles sont assez brillantes. Alors vous allez nous raconter comment vous travaillez. Je vous propose d'aller pour la fine bouche, en tout cas pour le plaisir de voir un extrait. Je précise aussi que vous sortez le premier DVD de Connasse. On peut d'ores et déjà le trouver, notamment y retrouver cette séquence désormais culte où vous essayez de vous garer. En tout cas, vous avez des problèmes avec votre Voiturier! Le voiturier, il est où, s'il vous plaît? Je laisse pour le voiturier. J'en ai... Bon, vous avez rien d'autre à faire que de juger les gens qui se garent? Ah, Eh ben, ok, vas-y, Pink, fais-toi plaisir. Oh, je vous en supplie, trouvez-moi une place, quoi. J'en peux plus tourner dans le quartier.
place handicapée, là. Quoi? C'est une place handicapée, là. J'ai une mycose, monsieur. Voilà, ça marche toujours. Vous prenez beaucoup de risques quand vous tournez. On voit, il y a parfois des policiers, parfois des gens très énervés. Est-ce qu'il y a des réelles prises de risques? Non, en vrai, non. Il n'y a jamais de mésaventure, des gens qui s'énervent vraiment? Non, parce que d'abord, ils sont très pris au dépourvu. Et puis, si on analyse bien, c'est jamais gratuit ou méchant, ou c'est jamais une attaque directe à la personne. C'est toujours en rapport avec la situation. Et puis, mon personnage est tellement extrême, exubérant, que les gens mettent tout de suite une distance, je crois, en se disant... Ok, donc elle a un gros problème. et au contraire, le plus souvent, il se ferme plutôt que d'entrer vraiment en Ceux qu'on interaction. voit à visage découvert, c'est ceux qui ont accepté d'être diffusés. Exactement. C'est-à-dire que vous leur avez dit que c'était pour au final, une fois que vous avez fait votre intervention, on va dire appeler ça comme ça, vous leur dites la vérité. Voilà, on leur dit c'est une caméra cachée, c'est un programme qui s'appelle Connasse. Donc souvent, ils rigolent en disant ah bah oui, elle porte bien son nom. Et donc ceux qui sont masqués, enfin floutés, c'est ceux qui n'ont donc pas accepté d'apparaître à l'écran. Oui. Parfois, c'est tellement bon que vous diffusez quand même, quoi. C'est ça. Oui, voilà, exactement. Parce qu'en général, s'ils n'ont pas accepté, on essaye de refaire la séquence avec d'autres. Et parfois, quand on ne peut pas, pour une question pratique, ou que vraiment la séquence était bonne, on les garde. Mais après, les raisons sont drôles, d'ailleurs. C'est, ah ben non, ma mère, elle ne sait pas que je fume, donc on ça. peut pas... En fait, c'est jamais pour les raisons qu'on imagine qu'ils acceptent. C'est jamais. Je suis censée être au bureau, là. Ou des gens qui disent, bah, c'est pas ma femme, en fait. Donc, d'accord. Alors, racontez-nous comment vous tournez. On a le sentiment que c'est une caméra cachée, on va dire, pleine de spontanéité, très peu écrite. Pour autant, vous avez donc des auteurs, Héloïse Lang et Noémie Saglio. C'est-à-dire que vous imaginez tous les types de situations possibles, avec toutes les répliques qui peuvent aller avec, c'est ça? Exactement. En fait, après, sur l'épisode, c'est pareil, on se concentre vraiment sur toutes les punchlines de Connasse. Après, c'est vrai que si on est dans un café, elles anticipent. Donc moi, quand je reçois le scénario, il y a un « oui, qu'est-ce que je vous sers ?» et puis la réponse. Voilà. Après, effectivement, quand la situation s'installe, moi, j'improvise un petit peu. Ou alors, j'improvise aussi au début pour créer le lien. Parce qu'au début, quand on a commencé à tourner, moi, c'était tout nouveau, les caméras cachées. Donc j'arrivais, je m'adressais à la personne tout de suite avec ma punchline et la personne ne m'écoutait pas du tout, m'avait même pas vue. Je faisais, ok, donc en fait, il faut trouver... donc il y a un temps va d'adaptation. falloir créer, faut créer le lien. Et en général, on est dans les mêmes problématiques que sur un doc, finalement. C'est-à-dire créer de la confiance, briser la glace, quoi. Mais c'est vrai qu'on se demande du coup si... comment on fait pour renouveler, ou est-ce que ça n'angoisse pas de renouveler les situations? Parce que c'est déjà très large. Enfin, moi, je consomme et j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Et je me dis, comment on va faire pour renouveler le genre et aller encore dans des endroits nouveaux, qu'évidemment... Elles ont pas mal d'imagination. Ouais. Mais je pense aussi qu'à un certain moment, on aura fait le tour aussi. Oui, c'est évident. Oui, je crois qu'elles... Voilà, il y a encore, on continue à tourner pour la saison 2. Il y a encore des bonnes idées. Et puis, il y aura un moment aussi où... Et on ne vous reconnaît pas encore? Si, on me reconnaît un peu. Ouais. Ça aussi qui... Mais on le voit tout de suite. Quand on fait des séquences dans un magasin, je rentre, je dis bonjour, et la personne fait... je dis, ok, c'est pas grave, pardon, et puis je repars. Y a-t-il des endroits qui vous sont interdits, en tout cas que vous vous interdisez vous-même, vous ou vos auteurs, c'est-à-dire des endroits où vous ne pourrez pas de toute façon tourner parce que quand même un peu touchy? Non, je crois que touchy, ça les excite plus qu'autre chose. Après, il y a des endroits où le personnage n'irait pas. Donc, il faut toujours... Elles sont toujours cohérentes. Où est-ce qu'il n'irait pas À la fosse sceptique. Non, à la messe, par exemple. Pour aller à la messe? Ah oui, elle y est allée. Elle y est allée, je l'ai loupé celui-là. Elle y est allée. Il n'a pas encore été diffusé. Mais ça, c'était un peu touchy. Mais après, elle y va, par exemple... pour se faire pardonner ses péchés. Elle a vraiment un but bien précis. Voilà, il faut toujours justifier que le personnage se rende dans cet endroit et un objectif, puisque c'est ça qui permet de toujours être en réaction ou un peu en attaque. C'est parce qu'elle a un objectif et que la personne va se mettre en travers de son objectif. Quand vous avez passé ce casting, vous êtes donc comédienne, vous faites partie notamment de la troupe de Pierre Palmade, donc vous avez vu dans Le Fils du comique, c'était une pièce qui a très bien marché en début de saison. Vous êtes dans Les Gazelles, qui est un film qui fait un gros buzz d'ailleurs
sa partie bande-annonce en tout cas, un très bon bouche-oreille sur Internet qui sort ces jours-ci. Est-ce que quand vous faites ce tournage-là, vous dites c'est un réel travail de comédienne ou c'est surtout un travail d'improvisation? Vous allez me dire c'est aussi un travail de comédienne d'improviser, mais est-ce que vous aviez mesuré la large part d'improvisation et de caméra cachée en fait qui vous attendait? Non. Je ne l'avais pas mesuré au départ, donc je me suis formée sur le tard. Après, c'est drôle parce que j'ai les réalisatrices se marrent en me disant tu joues avec c'est comme si tu jouais avec un partenaire mais qui est bourré, donc qui va peut-être pas dire sa réplique ou qui va peut-être pas te laisser parler ou qui. Donc voilà, il y a une part d'inconnu. Après. Voilà, moi j'ai quand même un texte. L'épisode tient sur le scénario et après tout ce qu'on pourra improviser, ce sera en plus. Mais j'ai cette sécurité-là, donc je dois... Voilà. Et après, il y a le personnage, oui, qu'il faut continuer à enrichir. Ce personnage pourrait être décliné, pourquoi pas, sur un long métrage? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une idée qui est dans l'air du temps? Le film La Connasse. C'est pas... On est sur la saison 2, là. Je perçois quand même que c'est pas forcément une idée incongrue. On pourrait le faire. Le faire. Après, voilà, comme dit Mélissa, là, on est sur une systématique qu'on exploite. Et puis, à un moment, on arrivera au bout. Donc, si on a envie de retrouver ce personnage, il faudra aussi réinventer son type de module, un peu comme peut l'être Bref, c'est quelque chose qui a une durée de vie forcément limitée? Je ne saurais pas dire. Celui-ci, oui, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, il faut que le personnage continue à surprendre. Et s'il ne surprend plus... Enfin, moi, en tant que spectatrice, c'est vrai que... je peux être très, très friande au début. Ça y a un côté très addictif. Vous avez peur de lasser peut-être à un moment donné, c'est ça? En tout cas, il ne faudrait pas lasser. Il ne faut pas. Oui, voilà, ce serait dommage. Il y a une connasse, il pourrait y avoir un connard? Pourquoi on l'a féminisé, a priori? Je pense qu'elle a des attraits. Ce personnage-là, c'est pas parce que c'est une fille, mais ce type de fille, il y a un moteur de comédie fort, puisque elle est très impertinente et en même temps obsédée par l'hygiène, complètement sans gêne. Et elle ressemble à des voisines ou des copines ou pas? Telle qu'elle, non. Mais après, je pense qu'on peut piocher. Oui. De temps en temps, j'ai des réactions de très vieille dame parce que je vais, de temps en temps, d'adolescente, de temps en temps de... Vous inspirez, on va dire, d'un large panel de connasses. Je pense qu'on peut piocher un peu partout, oui. Voilà. En tout cas, on va continuer à vous suivre. Sur DVD, il est en vente. La première saison, 2 soirs par semaine dans le Grand Journal. Pour La Connasse. Merci Camille. On vous retrouve ce soir sur M6. Mélissa, dans ce documentaire vraiment très fort et très poignant sur ces femmes, mamans et en prison, 23h donc sur M6. Et Michael sur Internet, Michael Goldman, tipeee.com pour aider à financer les créateurs du web. Et nous, c'est même heure, même endroit, la semaine prochaine.